m'appelle Raphaël Liégeois, je suis maintenant astronaute à l'Agence spatiale européenne et mon parcours, ça a été de faire ingénieur civil à l'Université de Liège, suivi d'une thèse en neurosciences à l'Université de Liège. Ici, au Centre des astronautes européens, on a fait la première phase de notre entraînement. Donc ça s'appelle l'entraînement de base, ça a duré 1 an à peu près. Et après, Sophie Adenau et moi, on a été assignés à une mission. Donc j'ai fait une première partie de cet entraînement de préparation à la mission à Houston. La mission, elle a été retardée de 1 an ou 2 ans, donc maintenant je suis de retour à Cologne pour des entraînements complémentaires et je vais retourner à Houston, j'espère, dans les mois ou dans l'année à venir. Ici, on est dans ce qu'on appelle le hall d'entraînement où en fait on passe assez peu de temps. Donc en réalité, et ça c'est un biais qu'on a à travers les réseaux sociaux parce qu'on s'imagine toujours qu'on passe notre temps dans des scaphandres ou dans des centrifugeuses. La centrifugeuse, j'ai fait ça 2 fois 20 minutes et le scaphandre, ça arrive un peu plus souvent, mais c'est quand même pas très souvent, c'est 1 fois par mois en moyenne. Donc la plupart du temps, pendant l'entraînement de base, on était dans la salle de cours là, c'est une salle de cours très classique, sauf qu'on était juste 5 ou 6, mais c'est une salle de cours normale et on passe pas énormément de temps ici. Mais cela dit, c'est quand même les aspects les plus très chouettes de l'entraînement, c'est quand on vient ici pour s'entraîner dans les modules. Et ici, on a des répliques à taille réelle des modules, surtout du module européen Columbus. Donc, bienvenue dans... Ici, c'est Node 2. Le nœud numéro 2, ils appellent les nœuds avec des numéros. Et puis, il y a les laboratoires des différents partenaires qu'on appelle Columbus, GEM. Mais donc ici, c'est le nœud numéro 2. C'est un peu un point central du côté américain de l'ISS. Quels sont les éléments importants? Bon, ici, c'est l'interface de communication avec la Terre. Il y a différentes lignes qui peuvent être utilisées pour communiquer avec le sol, avec Houston, avec Moscou, avec Cologne ou avec le Japon éventuellement. Ici, c'est les chambres des astronautes. Donc, il y en a une comme ça, une ici. Vous pouvez rentrer dedans si vous voulez. Et il y en a 4 en réalité. Donc les 4 astronautes du côté américain dorment ici. 1, 2, 3, 4. Avec donc un sac de couchage qui est scratché au mur parce que en 0G on flotte. Donc si on n'est pas attaché quelque part, on bouge. Bon, si on ferme la porte, a priori on reste là-dedans, mais voilà. Et c'est donc le seul espace personnel des astronautes pendant les 6 mois. Au niveau effet personnel, vous pouvez partir avec quoi à peu près, soit en quantité, soit en poids? Alors les effets personnels, vraiment personnels, donc il y a tout ce qui est vêtements, nourriture et tout ça, c'est à part. Mais effets personnels que nous on peut choisir en plus de tout ça, on a une petite valise de la taille d'une grosse boîte à chaussures qu'on peut remplir avec des choses, évidemment pas des choses dangereuses qui cassent et des choses comme ça, mais qu'on peut remplir avec à peu près ce qu'on veut. Il y a une limite de poids, je pense, mais c'est pas trop restrictif. Et donc, j'ai pas encore décidé ce que j'allais prendre. Je vais sans doute ramener quelques livres, des photos de la famille, des photos pour les amis ou des petits objets que je pourrais ramener aux amis ou des choses comme ça. Toute la nourriture qui est là, c'est ce que vous mangez en un jour? Non, ça c'est des exemples de plats qu'on peut avoir. Alors honnêtement, ça c'est un peu plus ragoûtant en vrai que là, parce que là tu vois, le teriyaki chicken, il donne pas vraiment envie ici. Mais donc moi, ce que j'ai déjà fait, c'est à la NASA, ils ont un genre de menu avec une trentaine de plats qu'ils proposent qu'on peut goûter. Donc c'est toute la journée, enfin c'est pas toute la journée en fait, c'est réparti sur 5 jours parce que tu peux pas tout goûter, voilà. Où on peut donner des préférences. Donc on dit ça, je trouve ça vraiment pas bon, ça j'adore, donc il faut m'en mettre plus. Et sur base de ça, ils préparent un petit peu la nourriture qu'ils vont envoyer à bord de un menu un peu personnalisé ou quoi. C'est ça. Donc il y a des plats américains, il y a aussi des Européens qui ont préparé des plats et honnêtement, les Français ont fait des super bons plats, mais je pense que l'ESA avait contracté, s'était arrangé pour que la France prépare ces plats-là, des grands chefs, c'est Alain Ducasse, je pense, qui avait préparé ça. Et c'était super bon, donc j'ai mis pas mal de ces plats-là à emporter pour moi. Et les astronautes, en tout cas les Européens, ils ont l'occasion de faire ça. Ils ont aussi la possibilité d'amener des plats qui représentent leur pays. Ils appellent ça comfort food ou bonus food, pour d'une part faire découvrir ces plats-là à tout l'équipage
et d'autre part mettre à l'honneur la cuisine de leur pays, quoi. Donc je ne sais pas si vous aviez vu, mais donc, moi j'ai choisi les boulets sauce liégeoise, évidemment. Donc moi je me souviens que je mangeais ça quand j'allais à l'UNIF, c'était pas très sain, mais à l'époque au restaurant de l'UNIF c'était 2 € le plat de boulettes. Et en quoi consistent vos missions à bord de... Vous savez déjà ou... Oui, donc la mission des astronautes qui vont sur des longues durées, c'est 2 choses principalement. Une première dimension, c'est la maintenance de la Station spatiale internationale. Si le truc qui est là, qui sert à faire du sport est cassé, bah, c'est un problème parce qu'il faut faire du sport à bord de l'ISS, donc il faut réparer ça. Si il faut changer les filtres qui sont là, bah, c'est les astronautes qui vont faire ça. Ça, c'est une première dimension. Réparer les toilettes, c'est aussi une partie de ça. Frank De Windt m'a dit qu'il avait passé beaucoup de journées à bord de l'ISS à réparer des toilettes. Donc ça fait partie du travail. Et l'autre partie, c'est de faire des expériences scientifiques. Sur plein de sujets différents. Les astronautes, pendant des missions de 6 mois, ils participent à peu près à 100-150 expériences. Donc c'est très large. Il y a eu aussi un call qui a été fait en Belgique pour sélectionner des expériences purement belges qui voleraient avec moi, mais il y a des expériences qui sont en cours en permanence à bord de l'ISS. Et donc quand on y va, on participe à ces expériences-là qui sont des expériences internationales. Et a priori, vous ne savez pas quelles expériences vous allez... Non. Ça dépend de quand je vais voler, donc je reviens à la question d'avant, comme je ne sais pas quand je vais voler, je ne sais pas quelles expériences je vais faire. Il y a des expériences qui durent 5 ans, et donc on se dit qu'il y a des chances qu'on les fasse. Des expériences qui durent 2 semaines, et donc là ça dépend vraiment de quand on y va. Il y a juste les expériences belges, 3 expériences belges qui ont été sélectionnées. Celles-là, normalement, je devrais les faire. Enfin, c'est le but en tout cas. Ici, on est dans Columbus, c'est un module qui est principalement dédié aux expériences scientifiques avec des racks, ça s'appelle des racks, qui sont là en permanence et qui permettent de faire des analyses dans différentes disciplines. Biologie cellulaire avec des boîtes isolées. On a aussi un endroit où on a un lévitateur magnétique qui permet de créer des nouveaux matériaux. On a ici une analyse, un outil qui permet de faire des analyses de densité osseuse parce que un des défis principaux des vols de longue durée, et donc des vols si on va aller vers Mars par exemple un jour, c'est la physiologie humaine parce que l'impesanteur, ça a un impact qu'on sous-estime souvent sur le corps humain parce que les muscles ne travaillent plus du tout. Un petit peu les bras parce qu'on fait des expériences avec les bras et on se déplace avec les bras, mais plus du tout les jambes, plus du tout les muscles posturaux. Donc ça c'est un problème en vol un petit peu, mais surtout quand on revient sur Terre. C'est pour ça que les astronautes sont portés quand ils reviennent sur Terre, ils ne savent plus du tout marcher. Pour la circulation sanguine aussi, parce que y a plus de retour dû à la gravité, donc il y a des risques de caillots sanguins et des choses comme ça. Et la densité osseuse qui, sur Terre, elle est stimulée quand on marche, quand on court, quand on fait des choses comme ça, parce qu'il y a des chocs entre le sol qui stimulent cette production osseuse. Je parle sur le contrôle des médecins, mais c'est plus ou moins ça, non, je pense. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire du sport à bord de l'ISS, dont de la course à pied, pour stimuler cette production osseuse, pour pas se casser une jambe dès qu'on rentre sur Terre. Donc c'est important d'étudier ça, on a des outils qui permettent d'étudier ça aussi, et ce laboratoire Columbus, c'est donc un endroit où on fait principalement de la science. Les Européens en font ici, mais aussi dans d'autres endroits, et quand il n'y a pas d'Européens à bord, pour le moment il n'y a pas d'Européens à bord, il y a des expériences qui sont faites, contrôlées par le sol, et puis les astronautes NASA viennent aussi ici, évidemment, faire des expériences. Tout le monde va un peu partout, en gros. Comment est-ce qu'on fait de la course à pied en apesanteur ? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça comme sur Terre, mais en gros, c'est assez simple. Il y a juste des gros élastiques qui nous retiennent au sol. Et donc, on peut, en changeant la rigidité des élastiques, varier notre poids. Donc, on court en général pas avec 100% de notre poids, mais plutôt 70-80% de notre poids, parce que je ne sais pas exactement pourquoi ils ont décidé ça, mais c'est comme ça. Je pense que 100% du poids, c'est un peu lourd quand tu es tout le temps en 0G, quoi. Du coup, il y a un genre de salle de sport dans l'ISS ? Il n'y a pas vraiment de salle de sport, il y a des systèmes comme ce qu'on a vu là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contre-mesure en dehors de la course à pied, parce que ça a un très gros impact physiologique, comme vous l'avez mentionné. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme est-ce qu'il y a une contre-mesure aussi nutritionnelle pour la densité osseuse Oui. Alors, il y a la course à pied, mais il y a le sport en général, c'est pas que la course à pied. Donc, il y a un équipement qui est un peu similaire à ça, mais plus élaboré, qui permet de faire plein d'exercices, les squats, du rameur et des choses comme ça.
Et il y a un vélo aussi. Donc il y a trois équipements sportifs à bord. Et c'est la contre-mesure principale. Il y a un petit peu de nutrition si on estime que les taux de calcium ou de choses comme ça sont un peu basses. Les médecins qui nous suivent peuvent nous complémenter avec ça, mais pas tellement en fait. Donc c'est pas qu'on est vraiment sous médication forte pour ça. Donc, mais il y a un suivi régulier. Oui, je veux dire, il y a un suivi nutritionnel Oui, à oui. bord. On note tout ce qu'on mange. Parce que Donc, vous avez parlé de boulettes, mais au niveau nutrition, c'est pas Ouais, toujours, non, c'est pas top. Non, mais donc il y a un code barre sur tous les trucs qu'on mange, on doit scanner, c'est inscrit dans le truc. J'imagine que de temps en temps, si on mange un petit chocolat ou quoi, ça peut passer à travers les mailles du filet. Mais le but, c'est que tout soit traqué et comme ça, ils voient la quantité de protéines, etc. qu'on mange. Et en fonction de ça, ils peuvent nous dire, voilà, augmenter un petit peu les calories, diminuer les calories. Et s'il faut, donner du calcium et des choses comme ça. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est pas énorme les quantités de compléments nutritionnels en tant que tel, quoi. Le chocolat noir, c'est bon pour la santé. Chocolat noir, oui, c'est très bien. Et sinon, comment vous faites pour vous peser? Ah, excellente question. Est-ce que quelqu'un a une idée? Sans savoir la réponse, hein. Mais Peut-être avec une journée de poulie. ouais, il y a de l'idée. Quelqu'un d'autre a une idée? Avec un contrepoids? Non, en fait, il y a un système très ingénieux qui est d'utiliser un ressort. Et le ressort, la période d'oscillation d'un ressort, elle est liée à la masse qu'il y a sur le ressort. Et ça fonctionne en 0G aussi. Et donc, on se met sur un genre de tabouret comme ça, on tire, et puis on regarde à quelle vitesse on oscille. Et en utilisant la fréquence d'oscillation, on peut déterminer le poids. C'est pas ultra précis, mais à 200-300 grammes, ça fonctionne. Et à quoi ressemble une journée type du coup dans la station? Alors, les journées types dans la station, c'est principalement s'occuper donc des tâches de maintenance et d'expérience scientifique. Et on a un genre de Google Calendar très détaillé pour chaque personne à bord, avec des tâches qui sont vraiment minutées, quoi. Donc, je peux te montrer à quoi ça ressemble. C'est disponible en ligne, hein. Tu peux voir. Tu vois ici. Première tâche, deuxième tâche. Ici, en gros, c'est exercise. Donc la gym, tu vois, ça prend 2 heures par jour. Et puis, d'autres tâches qui peuvent être une expérience. Ici, tu vois, maintenance. Ça dépend vraiment des jours, en fait. Mais donc, c'est 5 jours par semaine, ça. Le 6e jour, c'est nettoyage, rangement pour tout le monde, donc samedi. Et dimanche, c'est repos. Parce que quand on fait des missions de 2 semaines, comme ce qu'on faisait il y a 20 ans, on peut faire 14 jours où on travaille à fond, mais ici, des missions de 6 mois, il faut quand même un petit peu, de temps en temps, se reposer aussi. Et donc c'est la structure principale. Ça varie évidemment tous les jours, hein, mais, Et qui décide de ça alors? ça, c'est des équipes au sol qui se coordonnent entre Houston, Europe, Moscou, tout ça, pour que, en fonction des priorités des différentes tâches, s'il y a vraiment un problème avec la toilette, c'est un gros problème. Donc on va dire, OK, 2 personnes là-dessus, et tant qu'ils n'ont pas fini, ils ne font pas autre chose. Et donc il y a vraiment des dizaines de personnes qui travaillent à ça au sol pour finaliser cet horaire-ci. Et cet horaire-là, il est en général donné aux astronautes la veille pour qu'on puisse aller revoir les procédures ou des choses comme ça. Des activités qui auront lieu le lendemain, parce que tu as ces tâches-là qui sont millimétrées, tu as une grosse ligne rouge qui avance, c'est le temps qui passe. Et le but, c'est de toujours être en avance de cette ligne rouge. Tu marques à chaque fois que ta tâche est terminée, une fois que tu as terminé la tâche. Et le but, c'est de ne pas prendre trop de retard, sinon, pas de souper. Il n'y a pas de place pour la flemme. Non, c'est relativement intensif, on m'a dit. Et, les conseils qu'on a pu me donner, c'est par exemple de prendre le temps tous les jours d'aller quand même voir par la fenêtre pour réaliser où on est, quoi. Parce qu'il dit c'est très facile de juste être perdu tête dans le guidon dans ces trucs-là parce que tu cours après le temps et tu oublies que tu es dans l'ISS et tu vas même pas voir la Terre depuis la cupola. Et tu as passé la journée sans voir ça, quoi. Ce qui est un peu dommage. On va passer à la partie russe. On va aller vite, on va pas passer trop de temps là, mais pour vous montrer aussi la différence d'atmosphère et de design entre la partie russe et la partie américaine. Ici, on est tout à l'arrière de l'ISS, donc on est à l'opposé de Node 2 où on était tout à l'heure.
Et c'est la partie russe, c'est autour de cette table-ci que tous les vendredis soirs, les astronautes se retrouvent, tout le monde se retrouve pour partager le souper. Et voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a dans la partie russe. Ça, c'est la chambre du commandant de la partie russe. C'est la seule chambre qui a une fenêtre. Ça, c'est quand même sympa, vue sur la Terre. Et du coup, c'est quoi, au sein de l'ISS en ce moment, les relations avec les Russes? Est-ce que le contexte géopolitique sur Terre a fortement dégradé les relations ou c'est toujours à peu près comme avant dans Non, l'espace? je dirais pas que ça a dégradé les relations, ça reste très cordial et les gens travaillent ensemble pour faire fonctionner la station. Voilà, moi je trouve ça très chouette de se dire qu'il y a quand même encore un endroit où on se parle. Moi je suis allé en Russie au mois d'août pour les entraînements sur cette partie-ci justement. Et on a été bien accueillis. Et évidemment, il y a des sujets qui sont un peu plus touchy, mais j'ai envie de me dire que voilà, on met notre énergie dans un projet où les gens se parlent et peut-être que ça permet aussi d'avoir un impact sur Terre. Mais du coup, il n'y a pas de problème entre les relations entre les agences Non, spécialement. c'est un petit peu affecté quand même. Par exemple, l'Agence spatiale européenne a annulé des projets avec les Russes sur l'ISS pour différentes raisons. Il se fait qu'on continue à travailler ensemble. Mais donc ça a eu un impact, mais il y a quand même des endroits où on continue à travailler ensemble. Et en tout cas, au niveau des personnes, on est toujours très content de pouvoir travailler ensemble, d'accueillir des cosmonautes ici et de leur montrer Columbus et tout ça. Ce dans quoi on est ici, ça s'appelle ATV. C'était un système de ravitaillement européen, on en a fait 5, et puis on s'est dit, bon, on sait le faire, donc on n'est plus trop intéressé par ça. Ça se discute, mais on se disait, l'ESA, nous, on veut faire des choses nouvelles qui sont vraiment à la frontière du savoir. Et donc maintenant, on développe plutôt des modules de support pour les missions Artemis. Là, c'est un conteneur qui contient, pas celui-là, mais qui contient de l'urine, qui est utilisée pour recycler l'urine, parce que 98% de l'eau est recyclée à bord, plus ou moins. Donc on dit que le pipi d'aujourd'hui est le café de demain, c'est comme ça qu'ils disent. Et faut pas trop y penser, mais c'est simplement parce que l'eau c'est très lourd, et amener de l'eau à bord, ça coûte très très cher, donc c'est pour ça qu'il y a ce recyclage qui est presque à 100%. Du coup, on n'amène que de la nourriture à bord. Pardon ? On n'amène que de la nourriture à bord. On amène évidemment de la nourriture pour les astronautes, mais un petit peu d'eau de temps en temps, parce qu'il y a les 2% quand même qui ne sont pas recyclés. On amène tout le matériel qui est nécessaire pour les expériences. Tu vois, s'il y a des cellules ou un équipement pour faire, un électroencéphalogramme ou des choses comme ça qu'on veut tester à bord, tout ça, ça doit être amené. Dans le prochain vol, il y a un nouvel équipement de gym qui va être amené, qui est développé ici. Donc, ça dépend, mais il y a les vêtements aussi des astronautes qui doivent être amenés parce qu'il n'y a pas de machine à laver à bord de l'ISS, de nouveau pour les raisons qu'il n'y a pas d'eau, voilà. Donc on met un polo pendant toute une semaine et puis on le jette. Et donc il y a quand même pas mal de choses à amener pour juste avoir un fonctionnement minimal, quoi. Et puis après il y a toutes les expériences, parce que le but c'est quand même de faire des expériences. Et au niveau urgence médicale, je veux dire, pas comme ici où ils ont eu une grosse urgence médicale, qu'ils ont dû les rapatrier, mais au niveau urgence moyenne, on va dire, est-ce que vous avez un training spécifique plus poussé que les premiers soins du BEPS ou est-ce que vous avez un flight surgeon qui est avec vous? Ouais, alors il n'y a pas toujours un médecin à bord. Il y a certains astronautes qui sont médecins, donc dans notre classe on est 5, il y a un des 5 qui est médecin, Marco Sieber, le Suisse. On est entraîné à réaliser certaines opérations d'urgence, mais c'est toujours sous la supervision d'un médecin. Donc il y a 24 heures sur 24 un médecin qui est de permanence à Houston ou en Europe, ici, quand il y a des Européens à bord de l'ISS. Et on s'entraîne à faire des injections intra-osseuses et des machins comme ça. Si c'est nécessaire, on peut faire ça sous la supervision d'un médecin. Il y a déjà eu des problèmes médicaux, il y en a quand même régulièrement pour les raisons que je disais tout à l'heure, que l'impesanteur, c'est quand même un environnement qui est hostile pour le corps, c'est une épreuve physique pour le corps. Et donc c'est très régulier, je dirais quand même 1-2 fois par an qu'on a des gros soucis médicaux. Ça arrive rarement qu'on doive rapatrier.
Mais c'est déjà arrivé. C'est la première fois que ça arrive ici, sur Crew 11. C'est la première fois depuis l'ISS, depuis que l'ISS est... Donc, on espère que ça n'arrive pas. On fait tous les tests avant le lancement pour minimiser les risques et que que les astronautes soient le moins à risque possible. Mais s'il y a quelque chose, et ça c'est quelque part rassurant aussi, hein, on dit, bon, s'il y a vraiment un danger, si on estime qu'il est trop grand, ben, sécurité d'abord, et boum, on revient, quitte à perdre 1 mois de temps à bord. Et n'importe qui pourrait aller dans l'espace comme ça et être comme vous. Alors, pour les métiers d'astronaute, c'est relativement large, plus large que ce qu'on pense, hein, les critères pour devenir astronaute. En termes d'âge, il faut entre 25 et 50 ans. En termes de diplôme, il faut un master dans une discipline scientifique ou être pilote militaire. Donc, discipline scientifique, biologie, chimie, sciences spatiales, ingénieur, donc médecine évidemment. Tout ça, c'est des disciplines scientifiques et donc il faut ça, un petit peu d'expérience professionnelle et ça, c'était les conditions pour postuler à l'appel qui a eu lieu en 2021 maintenant, donc il y a 5 ans déjà. Mais donc c'est un peu, je pense, plus large que ce qu'on pense. Ouais. Et depuis tout petit, c'est un de vos rêves d'y aller ou c'est devenu par après? Non, je dirais quand même depuis tout petit, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Je me suis jamais dit que ça allait arriver ou qu'il fallait que ça arrive pour que je sois heureux ou accompli dans ma vie ou des choses comme ça. Parce qu'il faut aussi être bien conscient qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les appels à candidature, il y en a dans notre cas, tous les 13 ans en Europe. Enfin, le dernier, c'était 2008, c'était la promotion de Thomas Pesquet, puis 2021. Donc il faut arriver au bon moment aussi. Voilà, j'étais très heureux dans mon métier d'avant où j'étais chercheur, enseignant en neurosciences. Mais ça me trottait toujours un petit peu en tête. Et donc quand il y a eu l'appel, évidemment, j'ai postulé, j'ai fait ça à fond. Je me suis donné à fond. Ça a été 18 mois un petit peu difficile parce que nerveusement, on attendait à chaque fois les nouvelles de l'étape d'après. Enfin, voir si on a passé à l'étape d'après ou pas. Donc c'était un petit peu difficile. Mais donc pour répondre à ta question, oui, ça a toujours été un petit peu là. Mais il ne faut pas que ça soit une obsession, sinon on est malheureux 99,9% du temps, quoi. On peut devenir astronaute sans être pilote. Oui, Parce que je pensais que c'était quand même un prérequis d'être pilote. Non, pas du tout. Sur les 5, il n'y a que Sophie qui est pilote, vrai pilote entre guillemets. Moi, je suis pilote de montgolfière, mais c'est pas vrai pilote. Et de planeur. Mais bon, c'est pas professionnel, quoi. Et au niveau des yeux, est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 sur 10 ou pas avoir des lunettes Il y a beaucoup de tests qui sont faits au niveau des yeux, mais il ne faut pas avoir 10 sur 10 sur chaque œil. Rose, ma collègue anglaise, elle a des lunettes. C'est pas un problème. Il y a d'autres critères qui sont, par exemple, il faut que le nerf optique soit bien protégé. Enfin, je sais pas exactement quels sont les critères. On a eu une journée entière de tests où on nous met des gouttes de toutes les couleurs qui font plein de trucs dans les yeux et tout ça. Donc, il vérifie quand même beaucoup de choses. Par exemple, il ne faut pas être daltonien, etc. Mais d'avoir 10 sur 10, c'est pas un problème. Parce qu'il y a des astronautes qui ont des lunettes. Tu peux porter des lunettes, même quand tu es dans un scaphandre, tu peux porter des lunettes, il n'y a pas de souci avec ça. Parlant de scaphandre, on va à la piscine. Ici, ce qu'on fait, qu'on a développé depuis une vingtaine d'années, c'est opérationnel depuis au moins 15 ans, c'est un programme de préfamiliarisation sortie extraculaire qu'on a développé avec le support de la NASA au départ pour entraîner les astronautes à ce qu'on appelle les règles d'engagement de la sortie extraculaire. C'est-à-dire les choses qu'ils doivent faire et éviter de faire pour être tout le temps en sécurité et pour être efficaces pendant la sortie extraculaire. Ce qui se passe dans une sortie extraculaire, c'est parce que c'est extrêmement dangereux. Donc on veut que les astronautes aient une perception, une conscience de leur environnement bien au-delà de celle qu'on a dans la vie courante. Non seulement on demande ça, mais on réduit la capacité de perception de l'environnement de l'astronaute. Le champ de vision est limité, on ne peut pas regarder sur les côtés, il faut se tourner, ça demande des efforts. Les astronautes sont la plupart du temps, lorsqu'ils ne sont pas sur le bras robotique, à une longueur de bras de la station, parce qu'ils doivent toujours se tenir. Vous voyez la taille des modules, c'est comme un assemblage de bâtiments avec plein de choses qui sont en protubérance.
On ne voit pas trop d'où on vient, on ne voit pas d'où on va. Tout ce que vous transportez avec vous, qui doit être attaché à sa vie propre, se balade autour de vous. Vous ne voyez pas forcément les mousquetons que vous devez attraper et reposer. Donc, c'est un petit peu contradictoire de dire vous devez être super conscient de l'environnement, mais bon, allez, on va vous bander les yeux, on limite votre perception. C'est pour ça que l'entraînement intervient pour compenser ce déficit de perception et pour faire appliquer des règles qui font qu'on minimise les risques de problèmes. Et à la NASA, à la fin de l'entraînement, il y a des évaluations. Raphaël y est passé et ils sont notés avec des critères, sur différents critères, avec des notes comme de 1 à 5. 1 c'est très mauvais, 5 c'est excellent. Et seuls les astronautes qui ont sur l'ensemble des critères des notes bonnes à excellentes seront affectables à une sortie extravéhiculaire. Ce qui est le cas de Raphaël. Et si l'astronaute n'est pas suffisamment bon, parce qu'il n'a pas de performance qu'il faut, ça ne les empêche pas d'aller dans l'espace. Ils feront de la robotique, ils feront de la science comme ils doivent le faire, mais ils ne sortiront pas à l'extérieur. Voilà, donc ici on est dans le NBF, Neutral Buoyancy Facility. C'est un nom un peu pompeux pour dire la piscine. Et les entraînements qu'on fait là, c'est donc pour se familiariser avec les scaphandres. Ici, on a un module Columbus, et cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est pas l'intérieur de Columbus. Donc tout à l'heure, on était dans le même module, mais dedans. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'extérieur, parce que maintenant, on va travailler à comment on se déplace d'un point A à un point B sur la Station spatiale internationale. Donc, on part du SAS de décompression qui est là. On sort toujours à 2 astronautes, parce que s'il y a un problème avec un, il faut qu'il y ait l'autre qui puisse le ramener. Donc on est à 2 là-dedans, et puis on a tout un protocole pour sortir. Évidemment, on doit toujours rester accroché à des points d'ancrage et apprendre à aller se déplacer sur différents points et puis manipuler différents objets, différentes composantes qu'il faudrait remplacer. Et tous les outils, c'est ce que vous voyez là sur la table. Au laboratoire à Houston, ils ont 3-4 pièces entières remplies d'outils tous plus originaux les uns que les autres. J'ai fait une quinzaine de plongées et à chaque fois, il y avait 2-3 nouveaux outils qu'il fallait utiliser. Mais les outils de base, c'est en gros ceci, pour s'accrocher au SAS. Parce que si on se décroche du SAS et qu'on lâche la main, c'est pas bien. Il y a des moyens de revenir, mais bon, on a envie d'éviter cette situation-là quand même. Donc ce crochet-là, il va être attaché en permanence au SAS d'entrée. Et il y a différents niveaux de sécurité qui permettent que, en le touchant simplement, on peut pas l'ouvrir. Vous pouvez manipuler un peu si vous voulez. Ça, c'est des simulations d'équipements électriques avec des connecteurs électriques. Les opérations qui doivent se faire, c'est assez simple. Donc c'est changer les connecteurs, changer une batterie, changer des choses comme ça. Ça, c'est notre boîte à outils, qui est toujours accroché à nous. Donc on va avoir ce qu'on appelle une mini workstation qui est comme ça sur nous. Boum. Avec ça, c'est des outils à mettre sur la visseuse. Ça, c'est quelque chose qui permet de se stabiliser. Hop. Si on a besoin de se stabiliser quelque part pour lâcher les mains, on prend ça, on s'attache. Et évidemment, tous les outils doivent toujours rester attachés parce que si on le lâche, l'outil part, ça peut devenir un projectile et toucher d'autres parties de l'ISS et tout ça. La visseuse de l'espace. Ouais. Un truc rigolo qu'on peut voir quand on fait des vols 0G par exemple, c'est que quand on visse quelque chose, si nous on n'est pas attaché, si je visse et que la vis n'est pas très bien huilée ou quoi, mais en fait c'est moi qui vais tourner, donc je vais faire ce qui n'est pas l'objectif. Donc il faut soit s'attacher avec des trucs comme ça. Donc ça, on a ça sur notre gauche en général. On va ouvrir ça et aller se clipser sur une des barres de Columbus par exemple. On se met comme ça. Et ça permet de rigidifier le bras en fait. Donc on l'a là, on le met, hop, on est bien. On rigidifie. Tac. Et maintenant je peux lâcher les mains et normalement je ne vais plus faire ça, quoi. Et il y a plein de façons de faire ça. On peut aussi avoir ceci
pour mettre nos pieds et pour être en bonne position pour pouvoir travailler, avoir les mains libres et travailler comme on veut. Et alors un truc qu'on ne réalise pas toujours aussi pour les sorties extravéhiculaires, c'est d'une part c'est très long, ça dure toute la journée, donc parce qu'il y a tout un protocole pour sortir, donc une fois qu'on est dehors, on utilise vraiment un maximum du temps qu'on a. Les plongées à Houston, c'est 6 heures dans l'eau, 8 heures dans le scaphandre. Et il y a aussi un travail en amont de préparation qui est gigantesque. Parce que on a envie d'être efficace, donc on veut savoir exactement quelle poignée on va prendre pour aller où, comment on va se positionner, quel est l'angle ici qu'on va vouloir avoir pour être bien positionné pour faire ce qu'on doit faire. Et donc je dirais qu'il y a une bonne semaine temps plein de préparation pour une sortie extravéhiculaire. Et du coup, au bout de tes 2 ans de formation, si tu as fini et que tu pars pas encore, tu fais quoi après? Alors, il y a différentes phases de l'entraînement. Donc, il y a l'entraînement de base qui dure 1 an. Ça, c'est ici. C'était dans la classe que je vous avais montré. Et on l'a tous fait. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'entraînement spécifique à la mission, une fois que tu es assigné à une mission. Et ça dure à peu près 2 ans. C'est ce que Sophie, elle vient de faire. Elle a terminé. Elle va partir en mission. Entre les deux, si tu n'as pas de mission, mais il y a plein d'entraînements différents qui ne sont pas strictement requis pour une mission, mais que tu peux faire quand même. Ici, vous êtes dans le laboratoire de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et grâce à ce laboratoire, en fait, on entraîne des astronautes, mais pas que. On fait aussi du design collaboratif avec les sociétés qui nous produisent en fait les modules et les différents éléments qu'on va envoyer dans l'espace. Pas tout, évidemment, surtout pour les vols habités. On a plusieurs domaines dans lesquels on entraîne les astronautes en réalité virtuelle, parce que ça ne fait pas forcément sens d'entraîner en réalité virtuelle pour tout. Vous avez des entraînements qui se passent beaucoup mieux en maquette, qui se passent beaucoup mieux en piscine, mais essentiellement ce qu'on fait ici, c'est 3 choses. C'est la robotique, vous avez un pupitre juste ici, qui est un pupitre de robotique qui permet de manipuler le bras robotique canadien à bord de la station. Donc ça, c'est un entraînement qu'on fait ici. Ensuite, on fait un complément d'entraînement pour les sorties extravéhiculaires en réalité virtuelle. Donc ça permet en fait aux astronautes de compléter ce qu'ils font en piscine, parce que la piscine a certaines capacités, la VR en a d'autres. Et puis une autre chose aussi, c'est qu'on fait plus de la familiarisation à l'extérieur et à l'intérieur de l'ISS. Et on arrive à mettre 10 personnes en même temps, où en fait, pour vous déplacer dans la station, il va falloir faire les mouvements en apesanteur, tels que vous allez les faire dans la station. Donc ça vous permet de vous familiariser aux mouvements en apesanteur, mais aussi de mieux connaître l'ISS, que l'ISS est un environnement assez complexe, où il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, et on s'y perd très vite, surtout au début. Donc voilà, c'est un peu les 3 domaines, robotique, sortie extravéhiculaire et familiarisation à l'ISS elle-même, pour l'entraînement. Et là, je voulais juste vous montrer donc, ces différentes fusées à la même échelle. Moi, ce que je trouve quand même toujours très impressionnant, c'est de réaliser, et on ne réalise pas toujours ça avant, c'est que les astronautes, ils sont donc dans la petite capsule triangulaire qu'il y a là au-dessus. En dessous, ici, c'est Saturn V, donc c'est le LEM lunaire. Et tout ce qui est en dessous, à partir de là jusque là, c'est du carburant. Donc c'est vraiment, on est littéralement assis sur un missile, quoi. Parce que parfois on a l'idée, comme dans Tintin, qu'il y a un premier étage avec la cuisine, un deuxième étage avec les chambres, un troisième étage là. C'est pas du tout ça. C'est coincé dans un petit machin au-dessus d'une bombe, quoi, d'un missile. Alors, en tant qu'instructrice, donc, je viens enseigner les astronautes pour les préparer aux tâches qu'ils vont réaliser à bord de la station. Et moi, je viens plutôt intervenir sur la partie expérience scientifique. Donc c'est vraiment un entraînement qui est à la toute fin de l'entraînement des astronautes, juste avant leur mission. Donc on les voit dans les derniers mois avant qu'ils volent. Nous, on travaille en interface avec les scientifiques qui vont proposer l'expérience, avec les personnes qui vont la développer, qui vont créer la charge utile, le software, etc. Et avec les personnes qui vont opérer. Donc on est vraiment entre tout le monde et chacun a envie d'avoir son morceau qui va être transmis à l'astronaute et nous on doit faire la part des choses
et trouver le bon équilibre pour que l'entraînement il soit efficace, intéressant et pertinent pour l'astronaute. Alors du coup, avec Raphaël, on a travaillé sur deux expériences, et c'est des expériences qui sont assez globales. On a travaillé sur un échographe, parce que c'est un équipement qui est utilisé sur pas mal d'expériences médicales. Donc on ne sait pas vraiment encore sur quelle expérience il pourrait l'utiliser, mais on sait que ça sera utile pour lui au sein de la station. Et on a aussi fait une expérience sur un équipement qui vient analyser le volume d'air des astronautes pour justement calculer la VO2 max. Donc c'est un équipement européen, mais qui sert à évaluer le niveau de santé, on va dire, de l'astronaute pendant son vol. Ici, on a une petite réplique du sol lunaire pour, d'une part, s'entraîner à faire fonctionner des rovers qui rouleraient à terme sur la Lune, pour faire les opérations pour les astronautes aussi. Nous, on n'a pas d'entraînement là parce que pour notre classe, il n'y a pas d'objectif direct d'aller vers la Lune, mais qui sait, peut-être dans 15 ans, ça arrivera. Mais il y a des Européens qui vont aller vers la Lune, autour ou sur la Lune dans les années qui viennent. Et donc, on a cet espace ici qui nous permet de simuler ça avec des scaphandres et des choses comme ça. On aura même un simulateur de gravité lunaire, parce que sur la Lune, on pèse 1/6 du poids. Et ça fonctionnera avec des élastiques qui vont bouger, qui seront attachés au plafond et qui bougeront en suivant l'astronaute et qui simuleront donc 1/6 du poids ou 1/3 du poids si on veut faire comme sur Mars ou des choses comme ça. Et le gros spot que vous voyez là-bas, c'est pour simuler le Soleil, parce que l'objectif des missions Artemis, c'est d'aller vers les pôles de la Lune. Et un peu comme sur Terre, le Soleil est très bas sur l'horizon. Et un des défis d'aller vers les pôles, c'est que les ombres projetées vont être gigantesques. Et donc on veut simuler ça ici avec cette lumière aveuglante et qui fait des très grandes ombres. Et on veut aller vers les pôles parce que c'est là qu'il y a de l'eau et qui pourrait être utile d'avoir comme ressource pour construire une base lunaire ou des choses comme ça. Et du coup, il y a une espèce de droit spatial pour tout ce qui est des questions de conquête lunaire Alors oui, il y a un droit spatial, il y a les accords Artemis par exemple aussi qui encadrent un petit peu cette exploration spatiale, parce que le but c'est que ça se fasse dans un cadre pacifique avec des bénéfices pour l'humanité et les gens qui habitent sur Terre, et donc sans dimension militaire. De nouveau, ça c'est l'idéal pour lequel on se bat. Il y a toujours un petit peu des déviations, ou en tout cas une démonstration de force, de puissance, de capacité technologique qui se fait sur base de ça et qui peut se traduire dans le domaine militaire. Mais les accords Artemis sont clairs là-dessus, c'est qu'on fait ça dans un cadre pacifique. Donc c'est un peu comme les accords sur l'Antarctique. Moi je cite souvent cet exemple-là. On s'est dit, est-ce que l'Antarctique, on va réussir à le préserver des appétits des uns et des autres pour le pétrole qui est là en dessous et des choses comme ça. Dans les années 50-60, on a signé les accords des traités de l'Antarctique. L'Europe était pionnière là-dedans pour définir un espace qui serait dédié à la science et où on ne ferait pas d'industrialisation et des choses comme ça. C'est un petit peu idéaliste, mais jusque maintenant ça tient, et je pense que c'est vers ce genre de choses-là, ce genre de cadre-là qu'il faut pousser. Et moi je trouve ça génial qu'on retourne vers la Lune, pas de nouveau pour planter des drapeaux ou des choses comme ça, mais vraiment pour dire qu'on établit une base lunaire, une présence humaine sur la Lune pour de nouveau continuer à étendre le champ des connaissances et de l'exploration humaine. Je pense que l'intérêt principal d'aller dans l'espace, c'est cette envie d'exploration qui nous pousse à toujours découvrir et pousser des nouveaux horizons. Il y a 500 ans, il y a Magellan qui a fait le premier tour du monde à la voile. Il ne savait pas s'il allait pouvoir passer au sud du continent sud-américain. Maintenant, la nouvelle frontière, c'est l'espace, et je pense que c'est ça qui nous pousse à toujours aller voir plus loin. Et évidemment, pour mieux comprendre ce qui s'y passe, la science fait partie intégrante de ce qu'on voudra faire dans l'espace.